Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Contemporains, première série. Au sort, Jules Lemaître. Chapitre 1, Éodore de Banvillin. Note 1, Les Cariatides, les exilés, Ode funambulesque, nous tous. Comédie riquée à la houppe, esquisse parisienne, conte pour des femmes, conte féerique, conte héroïque, mes souvenirs, La lanterne magique, Paris vécu, petit traité de poésie française. G. Charpentier. Monsieur Théodore de Banville est un poète lyrique hypnotisé par la rime, le dernier venu, le plus amusé et dans ses bons jours, le plus amusant des romantiques, un clown en poésie qui a eu dans sa vie plusieurs idées, dont la plus persistante a été de n'exprimer aucune idée dans ses vers. Sujet 1. Son meilleur titre de gloire, c'est d'avoir repris, perfectionné et baptisé l'Ode funambulesque. C'était assurément une idée, et l'on peut dire que toutes les autres idées de Monsieur de Banville dérivent de celle-là, ou s'y rattachent. Lui-même a défini l'Ode funambulesque, un poème rigoureusement écrit en forme d'ode, dans lequel l'élément bouffon est étroitement uni à l'élément lyrique, et où, comme dans le genre lyrique pur, l'impression comique ou autre que l'ouvrier a voulu produire, est toujours obtenue par des combinaisons de rimes, par des effets harmoniques et par des sonorités particulières. Notons dès maintenant que toute la poétique de Monsieur de Banville est implicitement contenue dans cette définition. Pour lui, même dans la poésie sérieuse, c'est uniquement par des arrangements de mots que l'impression est obtenue, non par la qualité des idées ou des sentiments, ni même par le mouvement de la phrase, ou par le choix des mots considérés en dehors de l'effet harmonique. Ou s'il repousse peut-être ses conséquences extrêmes, tout au moins la rime, ses pompes et ses œuvres, ses éclats, ses entrelacements et ses surprises, c'est-à-dire la forme du vers dans ce qu'elle a de plus spécial, dans ce qui la distingue expressément de la prose, est bien pour lui l'essentiel de la poésie, et la poésie même. Théorie louche qui fuit, et se dérobe quand on essaie de la préciser. Mais si la théorie est obscure, la tendance est assez claire. Il n'est pas étonnant que, après quelques essais de beaucoup d'éclat et de beaucoup de jeunesse, les cariatides, les stalactites, cette façon de concevoir la poésie ait conduit Monsieur de Banville tout droit au genre funambulesque, car c'est là seulement que sa théorie est vraie, et qu'elle peut être appliquée tout entière. Seulement, il me paraît se méprendre un peu sur sa part d'invention. Il prétend être le premier qui ait cherché à traduire le comique non par l'idée, comme il nous le dit dans une langue un peu douteuse, mais par des harmonies, par la virtualité des mots, par la magie toute puissante de la rime. Il a voulu montrer que la musique du vers peut éveiller tout ce qu'elle veut dans notre esprit, et créer même cette chose surnaturelle et divine, le rire, et que l'emploi d'un même procédé peut exciter la joie, comme l'émotion dans les mêmes conditions d'enthousiasme et de beauté. Ces derniers mots, qui sont d'un assez mauvais style, et si je le remarque, c'est que l'impuissance à exprimer les idées abstraites fait partie de l'originalité de Monsieur de Banville. Ces derniers mots sont peut-être excessifs, mais le reste revient à dire qu'il a voulu tirer de la rime et du rythme des effets comiques et réjouissants. Or cela est évidemment possible, mais aussi cela avait été fait bien avant lui. D'autres avaient soupçonné que la rime n'est point seulement capable d'être grave ou tragique, et que, prise en soi, et cultivée pour elle-même, elle est surtout divertissante. Villon, pour ne pas remonter plus haut, a connu la rime opulente et comique par son opulence même. Et Régnier non plus ne l'a point ignoré, ni les poètes du temps de Louis XIII, ni Scarron ou Saint-Amand, ni Racine dans les plaideurs. C'est du reste Monsieur de Banville qui nous en avertit, ni J.B. Rousseau dans ses détestables allégories, ni Piron dans les couplets de ses pièces de la foire, ni même Voltaire. Ce rimeur, le plus indigent des rimeurs, dans ses poésies fugitives ou dans ses lettres mêlées de vers, a parfois de longues suites de rimes difficiles, et produit par l'accumulation des assonances, un effet assez semblable à celui qu'obtient Monsieur de Banville par leur qualité. Le genre funambulesque est donc en grande partie ce qu'était autrefois le burlesque. La richesse amusante de la rime est un de leurs éléments communs. Monsieur de Banville n'a fait qu'y joindre les procédés de versification et le vocabulaire particulier de la poésie contemporaine. Encore avait-il déjà pour modèle certaines bouffonneries lyriques de Victor Hugo, et surtout le 4e acte de Ruy Blas. Le genre funambulesque, tel qu'il l'a pratiqué,
c'est simplement le burlesque romantique, comme le burlesque serait le funambulesque classique. Mais enfin, si d'autres ont aimé la rime, si d'autres l'ont rantée et lui ont appris des tours, nul n'a plus fait pour elle que Monsieur de Banville. Il a été son amant de cœur, et son protecteur en titre. Il l'a mise en valeur, et magnifiquement lancée. Il en a fait une lionne riche à faire pâlir Rothschild, une gymnaste agile à décourager les Han Lonely. Sans doute il n'a point créé le genre funambulesque et ne l'a même pas renouvelé tout seul, mais il l'a cultivé avec prédilection et bonheur, il l'a enrichi, amplifié, élevé autant qu'il se pouvait, jusqu'au grand art. Il en a fait sa chose et son bien, et s'il va à la postérité, comme je l'espère, c'est de ce tremplin que son bon partira. On sait que les odes funambulesques et les occidentales sont d'inoffensives satires des hommes et des ridicules du jour, dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, et pendant le Second Empire. Je remarque en passant que les odes et le commentaire donnent l'idée d'un Paris autrement agréable que celui d'à présent. C'était un Paris plus parisien. Il y avait encore des coins où tout le monde se rencontrait. Aujourd'hui il n'y a plus de coins, les distances sont démesurées, Paris devient une immense ville américaine. Il faudrait le rapetisser résolument, mais je suis sûr que le conseil municipal n'aura pas cette pensée si simple. Si maintenant l'on recherche les procédés de ce genre spécial, on verra qu'ils consistent presque tous dans des contrastes et des surprises. L'ode funambulesque est la parodie d'une ode connue, voyez le Mirecourt, Véron le Baigneur, l'Odéon, Nomon Couture, Nadar, etc. Ou c'est une parodie de l'ode en général, voyez la tristesse d'Oscar, le critique en mal d'enfant, la pauvreté de Rothschild, Molière chez Sardou, etc. Et dans les deux cas le comique naît, très clair et très gros, d'une disproportion prodigieuse entre le fond et la forme. Voici une constatation qui fera peut-être de la peine à Monsieur de Banville, mais c'est en somme, transporté de l'épopée dans l'ode et beaucoup plus accentué, le comique du lutrin. Si Boileau a qualifié son poème des héroïques comiques, l'épithète de lyrico-comique ne conviendrait pas mal aux odes funambulesques. L'effet est donc produit d'abord par ce sentiment de disproportion et de disconvenance générale, mais il est vrai que, chez Monsieur de Banville, il tient peut-être encore plus à la forme même, au rythme, à la rime, aux mots. Il provient souvent d'hyperboles démesurées, comiques élémentaires que goûtent et pratiquent même les petits enfants. Le mur lui-même semble enrhumé du cerveau. Bocage a passé la 2. L'Odéon, noir caveau, dans ses vastes dodécaèdres, voit verdoyer la mousse. Aux fentes des pignons, pourrissent les lichens et les grands champignons, bien plus robustes que des cèdres. Note 2, les Turcs ont passé là. V. Hugo. Ou d'une Macédoine d'idées, d'images, de noms propres étonnés de se voir ensemble. Tobolsk, la rue aux ours qui n'a pas de philiste, l'enfer où pleureront les matérialistes, la trace au vent glacé, les monts Himalaya, l'hôtel des haricots, Saint-Cloud, Batavia, Mourzouk où l'on rôtit l'homme comme une dinde, les mines de Norvège et les grands puits de l'Inde, asile du serpent et du caméléon, Etna, Botany Bay, l'Islande et l'Odéon, sont des Édens charmants et des pays de tendre, à côté de l'endroit où nous allons nous rendre. Ou du mélange audacieux de toutes les langues, de celle des poètes lyriques, de celle des bourgeois, de celle des boulevardiers et de beaucoup d'autres. Ami, n'emporte plus ton cœur dans une orgie, ne bois que du vin rouge et surtout lis Balzac. Il fut supérieur en physiologie, pour avoir bien connu le fond de notre sac. Ou de bouffonneries aboutissant à un vers grave et d'allure pédantesque, à moins que ce ne soit le contraire. Oui, je parle à présent. Je fume des Londresses. Tout comme Bossuet et comme Gilles Pérès, j'ai des transitions plus grosses que des câbles, et je dis ma pensée au moyen des vocables. Ou de la dignité d'une périphrase, déguisant une locution triviale. Ah, pour te voir tordu par ce rire usité, chez les hommes qu'afflige une gibbosité, parle, que veux-tu ? Dis-le vite. Ou bien enfin de tous ces artifices réunis, sans compter ceux que j'oublie. Mais ce qui soutient double et triple tous ces effets comiques, c'est la rime, somptueuse, imprévue, retentissante, fantastique. J'en vois de deux sortes. D'abord la rime millionnaire, la rime calembour, qui fait toujours plaisir et par sa richesse harmonique, et par la petite surprise qu'elle cause, et par le sentiment de la difficulté heureusement vaincue, de l'effort dissimulé et tourné en grâce. Ainsi Marionnette et les filles qu'on marie honnêtes,
Belmontet et Babel montaient, la Madeleine et Damas de laine, l'Himalaya et les pièces que l'Himalaya, poliment et poliment, etc. Ajoutez d'autres rimes qui ne vont pas jusqu'au calembour, mais qui ont aussi leur charme parce qu'elles sont excessivement rares. Par exemple, absurde et kurde. L'autre espèce de rime que Monsieur de Banville affectionne, c'est celle qui tombe sur des prépositions, des pronoms relatifs ou des adjectifs possessifs. Cette rime est comique parce qu'elle impose au lecteur une prononciation anormale, parce qu'elle le contraint à mettre un accent très fort sur des syllabes non accentuées, et à donner, dans la phrase mélodique, une grande importance à des mots qui n'en ont aucune dans la phrase grammaticale. Dansez toujours, pareil à Madame Saki. Sachez-le donc, ô lune, ô muse, c'est ça qui me fait verdir comme de l'herbe. Tous ces rapprochements singuliers d'idées ou de mots, non seulement l'opulence ou la bizarrerie de la rime en double l'effet, mais c'est presque toujours la rime qui les suggère. Voici les premiers vers de la ballade des célébrités du temps jadis, parodie de la ballade de Villon. Dites-moi sur quel Sinaï, ou dans quelle manufacture est le critique Dufay. Sinaï, manufacture, cet accouplement est drôle, mais visiblement Sinaï a été suggéré par Dufay, et manufacture par la caricature, qui est plus loin. Lisez la pièce qui est charmante, vous reconnaîtrez qu'elle a été faite tout entière pour et par ces trois rimes. Dufay, la caricature, ou peut-être couture, et les neiges d'antan. On pourrait en suivre pas à pas la genèse, montrer quels vers ont dû être faits les premiers, quels les derniers, et pourquoi. Si donc Monsieur de Banville a enrichi la rime, elle n'a pas été ingrate. Tandis qu'il lui donnait de la sonorité, elle lui apportait des idées, et même il n'en a jamais eu d'autres que celles qui lui sont venues ainsi. Dans les odes funambulesques, les occidentales et nous tous, l'invention du fond n'est rien, ce ne sont que des lieux communs de satire facile, et la rime est vraiment tout puisque le reste en dépend ou en provient. Sujet 2. La seconde idée de Monsieur de Banville, ça a été de ressusciter les anciens petits poèmes à forme fixe, le triolet, le rondeau, déjà repris par Musset, le rondel, la ballade, le disin marotique, même la double ballade, la villanelle, le virlet et le chant royal. Du moment qu'il était né ou qu'il s'était fait servant de la rime et son homme-lige, il était inévitable qu'il nous rendît ces bagatelles compliquées, d'une symétrie difficile, minutieuse et quelque peu enfantine et barbare, où la rime est en effet reine, maîtresse et génératrice. Pour moi, je ne m'en plains pas, mais il est certain que ces tentatives peuvent être appréciées fort diversement. La rime a un charme propre et qui se suffit, on le voit par certaines chansons populaires et par ces rondes d'enfants, où il n'y a que des assonances et aucune idée suivie. Ainsi la poésie savante rejoint la plus élémentaire. Ceux qui sentent profondément ce charme aimeront ces bijoux poétiques où un goût raffiné, une grâce moderne, peut se mêler aux complications sauvages de la forme. Mais les honnêtes gens nés prosateurs n'y comprendront jamais rien, et il se trouvera même, je crois, des poètes authentiques qui, tout en s'expliquant la prédilection de Monsieur de Banville, ne la partageront point. La rime, diront-ils, est chose adorable, mais non peut-être en soi. Il faut que les divers arrangements de rimes vaillent ce qu'ils ont coûté. Il faut que la rime ne soit là que pour ajouter à la force du sentiment ou de la pensée, non pour les éliminer, ou, à tout mettre au mieux, pour les susciter au hasard. Le plaisir que donne l'entrelacement des belles consonances et la difficulté vaincue, ne saurait compenser tout seul ni l'absence d'idées ou d'émotions, ni le manque de dessin, d'ordre et d'enchaînement. Il faut aussi que les combinaisons de rimes aient une raison d'être. On comprend pourquoi les rimes se croisent ou s'embrassent dans le quatrain ou le sisin, on comprend la constitution du sonnet, il y a là des symétries fort simples. Mais pourquoi le rondeau a-t-il 13 vers? Pourquoi le second couplet du rondeau n'en a-t-il que 3? Pourquoi, à la fin du rondel, ne répétez-vous que le premier vers du refrain? On avait réponse à cela autrefois, s'il est vrai que ces petites pièces se chantaient. Elles étaient calquées sur une mélodie, sur un air de danse. Mais maintenant qu'on ne les chante plus, ces combinaisons nous semblent absolument arbitraires. Ce sont tours de force gratuits. Et ces tours de force sont tels, qu'on ne peut presque jamais les exécuter avec assez de perfection pour exciter l'applaudissement. La petite ballade a 14, 6 et 5 rimes semblables, la double ballade en a 24, 12 et 7.
La Grande Ballade 11, 9, 6 et 5, le Chant Royal 18, 12, 10 et 7, le Rondeau 8 et 5, le Rondel 5 et 5. Qu'en résulte-t-il? Dans la plupart des ballades, il n'y a de vers nécessaires, de vers dictés, imposés par une idée ou un sentiment initial, que celui du refrain et un vers, au plus, pour chacune des autres rimes, en tout 3 ou 4 vers. Et que dire de la villanelle ou du rondeau? Les autres vers, étant commandés par la rime, sont ce qu'ils peuvent, se rattachent tant bien que mal à l'idée principale. Et ainsi la tâche, à force d'être difficile, redevient facile. Ces cadres bizarres sont tellement malaisés à remplir qu'on permet aux rimeurs d'y mettre n'importe quoi, et dès lors c'est la cheville légitimée, glorifiée, triomphante. Il n'y a pas là de quoi être si fier, et prenez une ballade de Monsieur de Banville, une ballade sonore, à rime éclatante, mais où tous les vers sauf 2 ou 3 pourraient être changés. Prenez d'autre part une tirade de Racine avec ses rimes banales, effacées, aux sonorités modestes, aimer, charmer, maîtresse, tristesse, mais où tous les vers sont nécessaires, où il semble qu'on n'en pourrait enlever ni modifier un seul, même à ne considérer les 2 morceaux que comme des réussites. Quelle est à votre avis la plus étonnante, la plus incroyable, la plus merveilleuse? Mais le Philistin qui parlerait ainsi, prouverait simplement qu'il a du bon sens, et qu'il préfère à tout la raison. Que de choses Monsieur de Banville aurait à répondre. Quand il y a dans un morceau trop de vers nécessaires, c'est donc que toute fantaisie en est absente. Ce n'est plus de la poésie, c'est de l'éloquence, c'est ce que Buffon appelait des vers beaux comme de belles proses. Il faut en effet de l'imprévu et du hasard dans la poésie lyrique, il y faut de l'inutile, du surabondant, une floraison de détails aventureux. Et justement c'est la détermination rigoureuse de la forme prosodique qui permet l'imprévu des pensées et des images, et de là un double plaisir. Le poète qui commence sa ballade ne sait pas trop ce qu'il y mettra. La rime, et la rime toute seule, lui suggérera des choses inattendues et charmantes, auxquelles il n'aurait pas songé sans elles. Des choses unies par des rapports lointains et secrets, et qui s'enchaîneront avec un peu du désordre d'un rêve. En somme, rien de plus suggestif que ces obligations étroites des petits poèmes difficiles, ils contraignent l'imagination à se mettre en campagne, et tandis qu'elle cherche dans tout l'univers le pied qui peut seul chausser l'invraisemblable pantoufle de Cendrillon, elle fait, chemin faisant, de délicieuses découvertes. Sujet 3. Nous arrivons ainsi à la 3e idée de Monsieur de Banville, à sa théorie de la rime, si spirituellement exposée dans son petit traité de versification française. En voici les axiomes essentiels. La rime est l'unique harmonie des vers et elle est tout le vers, on n'entend dans un vers que le mot qui est à la rime si vous êtes poète. Vous commencerez par voir distinctement dans la chambre noire de votre cerveau, tout ce que vous voudrez montrer à votre auditeur et, en même temps que les visions, se présenteront spontanément à votre esprit les mots qui, placés à la fin du vers, auront le don d'évoquer ces mêmes visions pour vos auditeurs si vous êtes poète. Le mot type se présentera à votre esprit tout armé, c'est-à-dire accompagné de sa rime. Ceci est une loi absolue, comme les lois physiques. Tant que le poète exprime véritablement sa pensée, il rime bien. Dès que sa pensée s'embarrasse, sa rime aussi s'embarrasse, traînante et vulgaire, et cela se comprend du reste, puisque pour lui pensée et rime ne sont qu'un le reste, ce qui n'a pas été révélé. Trouvez ainsi, les soudures, ce que le poète doit rajouter, pour boucher les trous avec sa main d'artiste et d'ouvrier, est ce qu'on appelle les chevilles, il y a toujours des chevilles dans tous les poèmes. Voilà qui est explicite et radical. La poésie est un exercice de bourrimé, mais de bourrimé choisi par le poète au moment de l'inspiration, et relié par des chevilles, mais par des chevilles intelligentes. La rime est si bien pour Monsieur de Banville, tout le vers qu'il abolit, afin qu'elle reste toute seule sur les décombres de l'alexandrin, les antiques et vénérables règles du rythme, et qu'il supprime le repos même de l'hémistiche, si normal, si légitime, si nécessaire, à de certaines conditions qu'il serait trop long de déterminer. Et cela lui permet d'écrire avec une liberté toute olympienne. Et je les vis assises dans leur gloire, sur leur trône d'or, ou debout, reines de clarté dans la clarté. Mais surtout, etc. Ou bien. Et triomphant sans veine, entra Vès, ses beaux seins aigus montraient leurs veines d'un pâle azur. Ou encore. Et secouant ses lourds cheveux épars, aux fines lueurs d'or,
elle dit ces paroles divines. Et il ne s'aperçoit pas qu'à moins d'une accentuation iroquoise, qui amuse dans des vers burlesques, mais qui serait déplaisante ici, la rime, à laquelle il a tout sacrifié, disparaît elle-même par cette suppression du rythme traditionnel. Il y a pourtant, dans cette paradoxale théorie sur la rime, sur son rôle, sur la manière dont elle nous vient, une assez grande part de vérité. Ou plutôt cette théorie est vraie pour Monsieur de Banville, c'est sa propre pratique érigée en précepte. Mais aussi je conçois très bien une marche de composition absolument inverse. La rime trouvée la plupart du temps à la fin, non au commencement, les vers nécessaires surgissant d'abord en grand nombre et presque sans préoccupation de la rime, puis accouplés ou reliés par un travail de patience et d'adresse. La rime alors, ne joue qu'un rôle subordonné. Tous les mots éclatants ne sont pas à la fin du vers. Même les classiques y plaçaient volontiers des mots effacés, estimant que la poésie est dans le vers tout entier et dans le rythme aussi bien que dans la rime, et craignant sans doute que la rime ne tirât tout le vers à elle, ne le dévorât, et aussi que son opulence ne sentît trop le tour de force. Quand la harpe condamnait chez Roucher, comme rime trop voyante, flèche et brèche, je foule et en foule, il était en plein dans la tradition classique. On laissait ses amusettes au genre burlesque, Racine ne se les permettait que dans la farce des plaideurs. La rime, pour ces patriarches, ne servait qu'à marquer la mesure, Monsieur de Banville leur ferait l'effet d'un musicien qui, pour la marquer plus fortement, mettrait à chaque fois un point d'orgue et un coup de grosse caisse, et qui, dans les intervalles, soignerait médiocrement sa phrase mélodique. Ces anciens hommes auraient tort. La vérité, c'est qu'il y a au moins deux manières de faire les vers, et qui se peuvent combiner. Une à l'usage des poètes dramatiques, élégiaques, philosophes, et en général, des poètes qui analysent et qui pensent, et une autre pour les poètes qui n'ont que des yeux, pour les lyrico-descriptifs. Et c'est celle-là que Monsieur de Banville a merveilleusement définie. Sujet 4. Et voyez comme tout se tient. Il n'y a que le lyrisme descriptif où soient applicables les procédés de composition que Monsieur de Banville croit universels, où la rime soit en effet l'alpha de l'inspiration poétique, les belles chevilles en étant l'oméga. L'exclusive adoration de la rime le condamnait donc à ce genre, et comme il n'avait d'ailleurs pour toute idée et pour toute philosophie, qu'un grand amour de la beauté plastique, les sujets s'imposaient d'eux-mêmes. Quelles sont les plus belles choses et les plus dignes d'être rajeunies et illustrées? Ce sont évidemment les adorables histoires de la mythologie grecque, ce sont les dieux et les déesses antiques. Mais l'art grec vaut surtout par la pureté des lignes, la Renaissance a mieux connu la magie des couleurs. Monsieur de Banville fera donc passer la procession des dieux, par l'atelier de Titien, et par le vestiaire de Rubens. Et quelle est la façon la plus pittoresque de comprendre et de mener la vie? N'est-ce pas celle des comédiens ambulants, des poètes aventuriers, et par-delà, des gymnastes étincelants de paillons, vainqueurs des lois de la pesanteur? Et quelle est la plus reluisante image d'un poète? N'est-ce pas celle d'un beau jeune homme en pourpoint, couronné de roses, armé d'une vraie lyre, entouré de belles femmes, et en qui réside un dieu? La comédie italienne aussi est une fort jolie chose. Et les contes et les féeries sont de délicieux divertissements. Paris enfin et ses Champs-Élysées offrent certains soirs des spectacles glorieux, et la vie moderne et les hétaïrs d'aujourd'hui ne sont point dépourvus d'élégance. Monsieur de Banville devait donc écrire les cariatides, les stalactites, les exilés, les princesses, Florise, Riquet à la houppe, et la malédiction de Cypris. Il n'a pas inventé tous les cultes qu'il célèbre. Si pourtant on cherchait quelles sont ses prédilections les plus originales au moins par le degré, on trouverait que c'est l'adoration de Ronsard transfiguré, une profonde estime pour Tabarin, beaucoup de considération pour les poètes inconnus du temps de Louis XIII, et l'admiration des comédiens errants, des clowns et des danseuses de cordes. Il déplore aussi que le théâtre moderne n'ait point gardé la parabase, et qu'il admette des personnages en habit noir. Il pense que la comédie sera lyrique ou ne sera pas. Il compose des odes dialoguées en rimes riches qu'il prend pour du théâtre. Et un beau jour, il écrit une féerie pour le plaisir de mettre dans la bouche de Riquet à la houppe et de la princesse Rose des stances imitées de celles du Cid et de Polyeucte. Enfin, pour noter en passant ses antipathies essentielles, il a manifesté toute sa vie à l'endroit de Monsieur Scribe et des Normaliens,
un mépris souverain et qui vous désarme à force d'être sincère et naturel, un mépris de poète lyrique. Ces poésies sont donc des suites d'apothéoses, de gloire, comme on disait autrefois. Sa vocation de décorateur éclate dès son premier volume, voyez, dans la Voie lactée, l'apothéose des poètes, et dans le Songe d'hiver, celle des Don Juan et des Vénus. Et dans Les Exilés, son meilleur recueil, ce sont encore les mêmes procédés et les mêmes effets, avec plus de sûreté et de maîtrise. Des tableaux éclatants et monotones, une façon de décrire qui ne ramasse que les tons et les traits généraux, mais qui les met en pleine lumière, avec une insistance, une surabondance, une magnificence hyperbolique. Cela est souvent très beau et donne vraiment l'impression d'un monde surhumain, d'un Olympe ou d'un Éden nageant dans la gloire et dans la clarté. Ces deux mots reviennent souvent, et aussi les ors, les pourpres, les lis, les roses, le lait, le sang, la flamme, la neige, les diamants, les perles, les étoiles. Je ne parle pas des saints, généralement aigus, ou fleuris, ou étincelants. Il en a de quoi meubler tous les harems de l'Orient et de l'Occident. Il fait certainement de tous ces mots ce que d'autres n'en feraient pas. Il y fait passer, comme dit Joubert, le phosphore que les grands poètes ont au bout des doigts. Il a eu même la puissance d'imposer à certains mots un sens nouveau et splendide. Ainsi extasié dont il abuse, vermeil, sanglant, farouche, etc. Par cette magie des mots on peut dire qu'il a polychromé les dieux grecs, qu'il a animé la noblesse de leurs contours de la vie ardente des couleurs, et qu'il leur a soufflé une ivresse. Des pièces comme l'Exil des dieux et le Banquet des dieux sont peut-être ce qui dans notre poésie rappelle le mieux les grandes et somptueuses compositions de Véronèse. Hercule effrayant d'un sourire vermeil, le sanglier dérimante et le traînant de force à la lumière, le sanglier, l'amour malade à qui Psyché souffle son âme dans un long baiser, et qui, tandis qu'elle en meurt, s'élance dans le bois sans se soucier d'elle, la mort de l'amour. Et touchant les flèches dont Zeus même adore la brûlure, il marchait dans son sang et dans sa chevelure. L'amour encore, le chasseur impitoyable, demandant au poète, « Veux-tu m'adorer, vil esclave ? Par moi tu souffriras, par moi tu seras lâche et déshonoré, et le poète répondant, « Je t'adore, la fleur de sang, et la rose naissant du désir des roses devant la grande citérée endormie, la rose. Eros la vit. Il vit ses bras que tout adore, et ses rongeurs de braise et ses clartés d'aurore. Il contempla Cypris endormi, à loisir. Alors de son désir, faite de son désir, toute pareille à son désir, naquit dans l'herbe, une fleur tendre, émue, ineffable, superbe, rougissante, splendide, et sous son fier dessin flamboyante et gardant la fraîcheur d'un beau sein. Tous ces tableaux, et bien d'autres, forment une galerie flamboyante, une galerie de Médicis, et peut-être la plus haute en couleur qu'un poète ait jamais brossée. Sujet 5. Ainsi se précise l'originalité de Monsieur de Banville. L'idolâtrie de la rime implique une âme uniquement sensible au beau extérieur, et s'accorde exactement avec la théorie de l'art pour l'art. Et le plus singulier mérite de Monsieur de Banville est peut-être d'avoir, entre tous les poètes, appliqué cette étroite théorie avec une rigueur absolue. Essayons de voir clair dans cette fameuse formule. Comme elle est quelque peu équivoque, je n'ose dire inintelligible, on l'a réduite à cette autre, l'art pour le beau. Mais celle-ci à son tour est trop simple et trop large. Il n'est presque point d'œuvre à laquelle elle ne convienne. Car il y a le beau de l'idée, celui du sentiment, celui de la sensation, et le beau de la forme, qui est intimement mêlé aux autres, et qui n'en est séparable que par un difficile effort d'analyse. L'art pour l'art, ce sera donc l'art pour le beau plastique sans plus. Et cette formule ainsi interprétée, il me paraît qu'aucun poète n'y a été plus fidèle que l'auteur des Exilés, non pas même le ciseleur des mots et Camée. Et on voit maintenant dans quel sens je disais que l'idée la plus persistante de Monsieur de Banville a été de n'exprimer aucune idée dans ses vers. Je voulais dire qu'il n'en a jamais exprimé que de fort simples, et de celles qui revêtent naturellement et qui appellent une forme toute concrète. Et c'est à multiplier et à embellir ces images, à les traduire elles-mêmes par des arrangements harmonieux de mots brillants, qu'a tendu tout son effort. Et l'on pourrait presque dire aussi qu'il n'a jamais exprimé de sentiment, sinon le sentiment de joie, d'allégresse, de vie divine, qui répond à la perception abondante et aisée des belles lignes et des belles couleurs. J'ai tenu bien haut dans ma main, le glaive éclatant de la rime. Et j'ai trouvé des mots vermeils, pour peindre la couleur des roses.
C'est fort bien dit. Et c'est parce qu'il n'a jamais aspiré à peindre autre chose, qu'il a été l'esclave à la fois, et le dompteur de la rime, et qu'il n'a guère été que cela. Cherchez un poète qui est plus purement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.